Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce 4e épisode de Hola mon brave, l'émission qui relie et revit les aventures de la compagnie Créance dans l'univers de Game of Roll. Je suis Erkep et ce soir je suis avec Maître Likao. Salut, salut. Anna-June Barker. Hello. Et Céladon. Bonjour. Cette semaine on revient sur l'épisode 4 de la saison 1 et ça commence juste après ça. Hola mon brave! Est-ce que vous faites quelque chose en particulier? Je le perceptionne. Boire un coup pour faire le point, mais boire un coup. Jotun, J-O-T-U-N. Faut s'équiper. Je vais devenir une armurerie, je pense. Tu connais cette drogue-là? Ça s'appelle le doigt. Et vous êtes sympa ou pas? Lance Bonne un dé à 100 compétence, faces. T'as donné la Tu lui boîte. as donné la boîte. Je lui ai donné la boîte. Merde. Ne trouvez-vous pas que le destin est ironique parfois? On le jette dans la On rivière. lui coupe la langue et on le jette dans la rivière. J'invoque les flammes. 92. Gourmandise travaille aujourd'hui? J'ai quelque chose à vous dire de très important, c'est que vous m'avez manqué. Quand est-ce qu'on boit? Alors, l'épisode s'intitule La guilde des voleurs et la boîte de Moussa, d'une durée de 2h33 minutes. Alors, qu'as-tu pensé de cet épisode, Anna-June? Alors, bon, je sais que je dis beaucoup, j'adore ci, j'adore ça dans cette émission, mais bon, en même temps, quand on fait un podcast sur une de ses passions, c'est un peu logique d'être tout le temps enthousiaste. Donc, je vais le conserver, mon enthousiasme, pour parler de cet épisode, car, en effet, je l'aime beaucoup aussi, comme j'aimais le précédent pour l'Open World Aria, qui continue d'être formidable selon moi. Et puis, je suis une super grande fan de la guilde des voleurs. Tout le lore autour de la guilde des poissonniers, moi je l'adore. La statue du dieu Gobi, le petit pourcentage à verser, ce bon vieux Jotun qui se révèle être plus intéressant que prévu. Et puis il y a toute cette ville sous la ville qui est selon moi une idée de génie. Bon, après, ça reste gore, hein, donc le côté épique d'une ville souterraine n'est pas vraiment exploité, mais ça reste une idée brillante, je trouve. Et en plus, je vais en parler à tort et à travers, mais Atlan est une absolue pépite dans cet épisode, ce qui n'est évidemment pas pour me déplaire. Et toi, Maître Likao? Oui, pareil. La suite du jeu en open world, la résolution de beaucoup de quêtes finalement, même si c'était pas gagné d'avance. L'occasion de voir des joueuses et le MJ s'en donner vraiment à cœur joie. Un très très bel exemple de meugetage de partie qui allie fun et efficacité. Et comme tu disais, Anna-June, beaucoup de lore, savamment dosé et dispersé tout le long de l'épisode. Que demander de plus? Et quant à toi, Céladon, comme d'habitude, on va écouter ta prédiction il y a 2 semaines. Et il tombe sur quelqu'un et là je me suis dit c'est Jotun, j'en suis certaine. Et au final je pense que c'est plutôt bonne fortune. Donc comme l'a dit Maître Likao qui est le mystérieux assassin. Et donc je pense que bonne fortune, donc en possession de l'arc légendaire, il va juste arrêter le fuyard, récupérer la boîte et proposer un marché aux joueurs s'ils veulent la récupérer. Il y a un truc qui m'intrigue, donc ça aussi j'en ai déjà parlé, c'est de savoir s'ils vont aboutir à la quête de Fripouille le chat. Ça m'intéresse grandement. Ouais, j'avais dit ça m'intéresse grandement, c'est super. Ma toute première prédiction qui est à peu près juste, je suis un petit peu contente. Ouais, on applaudit. GG. J'ai beaucoup aimé cet épisode. J'avoue, il y a un truc qui m'a un peu déçu quand même. À la fin, c'est quand Fibre Tigre il dit mais ça c'est pour la prochaine fois. Là, mon cœur s'est brisé. Mais je les trouve super bons. Fibre, c'est un super meneur. Tout est fluide et bien amené. Puis les joueurs sont incroyables. Je m'empêche de souligner chaque blague parce que ce serait vraiment trop. Il y a beaucoup de trucs qui vraiment je repasse et ce serait trop, mais je suis presque tentée de prendre un carnet pour noter certaines répliques comme on m'a tout volé mais pas mon optimisme ou c'est un dé de combien, je suis rond comme un coin, et ça c'est juste pour la rime. Et, donc les deux sont de Niklas. Mais j'ai pu observer dans les commentaires YouTube que je suis pas la seule à apprécier les petits détails, et je trouve que ce qui est touchant, c'est que les répliques qu'on retient, c'est pas toutes les mêmes.
enfin, chacun a ses propres favoris, ses propres citations favorites. Et bon, à part les grandes phrases mythiques, mais c'est tout. Et c'est vraiment super agréable, en tout cas, de voir une équipe qui fonctionne si bien. Et toi, Erkep? Moi, pour ma part, c'est un très bon épisode. Après, y a rien de fou dedans, je trouve, cette fois. Mais il y a quand même quelques scènes bien cool. C'est beaucoup moins laborieux que la dernière fois. Ça me fait plaisir, hein, pour le résumé. Et on sent quand même que les PJ ont pris leur marque dans l'open world. Ils prennent les décisions plus vite. La séance d'emplette est vite expédiée. Je ne sais pas si ça a été quelque chose qui a été décidé avant l'enregistrement, mais ça ne m'étonnerait pas. Et j'aime beaucoup la quête de fripouille. Donc un bon épisode dans l'ensemble. Et ben si tout le monde a dit ce qu'ils avaient à dire, on va passer au résumé. Évidemment, un petit récap par parcimonie. Envoyez-nous plein de cœurs, s'il vous plaît, on adore ça, on aime l'amour. Allez, hop. L'épisode s'ouvre sur la résolution de la course-poursuite. Et bravo Céladon, c'est vrai, t'as raison. Du moins, ton premier ressenti était bon. Il tombe sur Jotun. Alors, il tombe littéralement sur lui, car Clodomir, il s'explose carrément dans la boue après l'avoir percuté. Le voleur, qui est de bonne humeur, comme toujours, il voudrait tout de suite aller boire une bière avec eux. Mais bon, et bien sûr, ils n'ont pas le temps. Mais comme Jotun connaît Yacine al-Yacine, ils finissent par accepter de se retrouver au nuage enchanteur plus tard pour parler de tout ça. J'aime trop que tu dises que Jotun est de bonne humeur, comme à son habitude, parce que, je sais pas, genre j'aime juste cette formulation et les gens qui sont de bonne humeur tout le temps, ils sont un peu fatigants, ils sont trop increvables. Mais il est vraiment attendrissant, ce perso. Donc Nicolas et Atlan, qui ne regrettent rien. J'ai passé une nuit enchanteresse, je ne regrette rien. On m'a tout volé, mais pas mon optimisme. C'est bien. Et donc, même si je suis juste nu comme un verre sous drap bleu, je reste 100% compétent. Excellent choix d'extrait, hein. Maître Erkep, il représente bien toute la malice dont peut faire preuve notre cher Lame dans son RP. Ouais, il est très bon, parce que justement, on voit qu'il regrette rien, et il va continuer dans sa voie, même s'il sait que ça peut le desservir. Donc, ils vont vers le palais royal, où ils retrouvent les deux autres. Kétra et Cassandre s'isolent, pendant que Clodomir, Nicolas et Atlan se dirigent vers le bureau des doléances. L'alchimiste en profite pour déclarer le vol de ses affaires. Il n'y a pas vraiment grand espoir de les retrouver, mais bon. En tout cas, il est dit qu'il prend... comment il s'appelle, Tarsil, prend l'affaire très au sérieux. Et il promet une potion contre l'impuissance pour celui qui les ramènerait. Oui, fait amusant, contrairement à la potion que lui avait demandé Robinic 41, le paysan à Arance, pour son beau-frère qui perdait ses cheveux. Alors, Nicolas ne s'intéressera jamais à réaliser la potion contre l'impuissance, certainement parce qu'il n'est pas concerné par ce problème. D'ailleurs, je vais faire comme Anna June Barker. Dites-nous dans les commentaires ou en MP sur les réseaux quelles sont les potions qu'ont inventées vos joueurs et joueuses si vous menez des parties sur Aria. Et perso, j'aime beaucoup la coulée brune d'Eisenberg sur la campagne de la table virtuelle. Et plus sérieusement, beaucoup de potions ont été partagées sur les Discords de Fibre et d'Eldercraft pour le plus grand plaisir des MJ. Quand on vous disait que jouer alchimiste, c'était vraiment très très cool. La coulée brune, c'est exactement ce que vous imaginez. Non, je me souvenais plus. Quel enfer. Donc, Atlan voulait se renseigner sur sa maison, mais Tarsil n'est pas vraiment motivé. Heureusement, le noble convainc le fonctionnaire, sous couvert de semi-menace, du courroux du général Cassandre. De toute évidence, l'ancien propriétaire a contracté un emprunt qu'il a remboursé, qu'il a contracté grâce à l'hypothèque de la maison. C'est pour ça qu'il n'a pas réussi à le rembourser, donc la maison a été saisie. La transaction date d'1 an. L'ancien propriétaire s'appelle Zlatsko. Et il habite aujourd'hui à un endroit qui s'appelle la Pension des Merveilles, dans le quartier des Ombres. Atlan connaît Zlatsko. C'est son ancien majordome. Il ne sait pas trop quoi penser de ces informations. Moi, je suis #passion Zlatsko. En fait, tout le lore d'Atlan, je le trouve très bien amené. Et à ce stade, on a encore beaucoup de doutes sur la bienveillance
ce fameux larron. Et il y a beaucoup de lyrisme dans cet arc narratif. On en parlera beaucoup plus dans l'épisode prochain. C'est très drama et j'ai hâte d'en parler plus amplement avec vous. Voilà, vive Zlatko, qui est imprononçable, mais on l'aime beaucoup. Avant de partir, Niklas se renseigne sur la statue du quartier des nobles et surtout sur son sceptre. On le renvoie vers le temple du dieu exilé. Et spoiler alert, le point lore sera sur les dieux. Clodomir, lui, parle de Yassine al-Yassine, mais sans succès. Sinon, un avertissement sur les relations tendues entre Arya et Akaba. Pendant ce temps, Ketra discute avec Cassandre. La générale lui rappelle sa mission. Donc on ne s'est jamais rencontrés directement, mais ce qui s'est passé, c'est que vous étiez esclaves, vous combattiez pour le sultanat d'Aqaba, vous êtes venus lutter ici, et Kaina, c'est ça, qui s'occupait de vous? Oui, c'est voilà. ça. J'ai racheté sa dette. En fait, je vous ai affranchis toutes les deux au nom de... Et officieusement, mais je ne vous ai jamais rencontrés en vrai, vous obéissiez à Kaina et Kaina m'obéissait. Et vous aviez, pour vous, on va dire, rembourser votre dette, on vous a confié une mission. Est-ce que vous vous souvenez de cette mission? D'accord. Donc, J'ai un petit problème de mémoire. un peu problème de mémoire, d'accord. Très bien. Alors, on a demandé à Kaina de monter une expédition pour, très loin à l'ouest du sultanat d'Aqaba, trouver au milieu du désert une cité qui s'appelait Irem, où on pensait se trouver un sceptre qu'on cherche depuis très longtemps. Je suis là ou je suis pas là? Non, t'es Non, pas là. t'es pas là. Un sceptre qui permet, c'est le sceptre du roi des rois, qui permettrait en tout cas, qu'on a prêté à Akaba il y a très longtemps, qu'Akaba ne nous a jamais rendu, et qui, on va dire, légitimerait le trône d'Arya. Ça fait très longtemps qu'on n'arrive pas à, comment dire, Akaba dit qu'il nous l'a rendu, ce n'est pas le cas, ça nous pose un problème, et là, le prince Étienne a lancé une croisade contre Akaba. Il est en train de tout préparer. On attend juste les dernières troupes du rideau, et voilà. Un long extrait, car votre serviteur avait la flemme de tout paraphraser. Donc la mémoire revient à la gladiatrice. La mission a mal tourné et elle ne sait pas où est Kaina. Cassandre ordonne à Ketra d'accomplir la mission sous peine de pendaison. Comme elle ne peut pas payer le prix de son affranchissement, qui est de 1000 écus, elle finit par faire le serment sur le fleuve des morts d'aller à Irem pour chercher le sceptre. Ce début de partie m'a complètement absorbée. Il y avait vraiment des éléments que j'avais pas du tout saisis et j'étais super loin du scénario. J'avais pas du tout pris la mesure des quêtes des personnages. Il y a que, je savais au moment du procès qu'on a fait dans notre propre campagne qu'il y avait des tensions diplomatiques, mais j'avais vraiment pas le degré d'implication des joueurs et de leur quête là-dedans. C'est marrant parce que c'est quand j'ai acheté le premier tome de la campagne qui s'appelle La guerre des deux royaumes que j'ai vraiment percuté que c'est ça qui est au centre de l'histoire, quoi. Mais oui, c'est vrai que c'est vrai que dans l'actuel play, ils en parlent assez souvent, mais on ne sent pas tant que ça que les royaumes sont en guerre. Non, c'est vrai que c'est assez cool quand ils arrivent à Akaba. Ouais. Parce que on est dans des batailles d'époque moyenâgeuse très inféodées à des champs de bataille. Et du coup, nous, on imagine les guerres malheureusement comme celles que nos ancêtres proches ont connues, comme la Première et la Seconde Guerre mondiale, avec des bombardements sur les villes, etc. Et puis des exactions contre les populations. Et là, au final, c'est ce qu'on disait, même au ghetto d'Akaba, ça se passe relativement bien. Il peut y avoir des arrestations, comme on le verra aujourd'hui, mais c'est pas systématique. Du coup, la nuit tombe. Des aventuriers se mettent mutuellement au courant des derniers événements, surtout du sort de la boîte. Das qui en fait des caisses pour tourner autour du pot et mettre de l'emphase pour se dédouaner, j'adore. Il y a quelqu'un, je sais plus qui lui dit alors que disait le texte et lui fait « Oh, deux, trois bricoles !» Typique Daz et on l'aime trop pour ça. Ils récapitulent leur quête. Alors, ils doivent retrouver des épices qui ont brûlé pour gourmandise à l'arbalète, suivre Fripouille le chat et surtout trouver la guilde des poissonniers qui devrait détenir la boîte, puisque Yassine al-Yassine en fait partie selon Jotun.
Ketra et Niklas se rendent compte qu'ils cherchent peut-être le même sceptre. Et c'est très chouette d'ailleurs que leurs deux quêtes s'entremêlent. Ouais, ça marque qu'il y a un vrai enjeu, ça fait un objet vraiment que tout le monde cherche et ça appuie beaucoup l'histoire, je trouve. Enfin, même si je me répète, c'est un artefact tellement recherché qu'il est au centre d'une guerre, quoi. C'est un peu l'anneau unique en fait. Ouais. Ah ouais, super référence. Elle est pas si obscure, mais... Et d'ailleurs, la roublarde Ketra montre qu'elle a tourné son serment de façon à se sortir facilement de la situation. On est d'accord que si je le trouve pas, si malencontreusement quelqu'un l'a pris et l'a caché, je suis pas obligée de le ramener parce que je l'aurais pas trouvé. Ok. Ah, donc dès le départ, on part sur un serment qui sera pas tenu. Ah bah non, je tiens mon serment le d'aller serment, à c'est d'aller à Irem Irem. pour chercher le sceptre. Oui. Je le tiens Ah, volontiers. verbiage, bravo. Malin. Je oui. suis fier de faire partie de votre groupe. Ouais, c'est un bel exemple de roleplay de la part de Lydia. On peut parfaitement jouer un personnage qui n'a pas reçu forcément une éducation poussée comme une gladiatrice, sans être en fait une pure naïve, incapable de supercherie, comme quoi l'école de la rue, ça existe aussi. Mais alors, il y a un truc qui m'a interpellée sur ce passage, c'est que l'absence de deadline aussi, ça fait que au final, si elle décide que oui, elle va aller faire son rapport et tout, mais que genre elle fait traîner le truc et qu'elle meurt avant, au final, elle sera jamais punie de pas l'avoir fait, quoi. Bah si, parce que si elle meurt, du coup, tu ne peux pas passer le fleuve des morts. Et tu restes coincé à jamais sans que ton âme puisse trouver le repos. En théorie, ouais bien sûr. Et oui, En théorie. c'est ça. J'avais C'est pas du tout cette mécanique-là. Ok. Non, mais c'est dur de toute façon, c'est dur à faire comprendre aux joueurs. Moi, ça m'a posé aussi problème dans la campagne. Parce que ils ont exactement cette réaction. Moi, j'ai promis, mais j'ai promis d'y aller un jour si j'ai le temps. Ça engage à rien, quoi. Mais en même temps, c'est bien joué de sa part parce qu'elle tourne sa promesse de manière à ce qu'il n'y ait pas de deadline. Donc voilà, Ketra, c'est peut-être pas la plus, on va dire, charismatique en termes de punchline, mais c'est probablement la plus maligne en termes de jeu de rôle. Ah, ça, c'est clair. Il se dirige en premier lieu vers le temple du dieu exilé. Parce que Ketra a en sa possession la soie volée chez Mujahid pour soigner Niklas. Le prêtre de garde, Namp Now, petit coucou d'ailleurs à Namp du podcast Dr. Watt, pour les fans de Seigneur du Temps et de Boîte Bleue. Donc il leur explique que cette soie n'est pas plus pure, n'est pas la plus pure, car elle ne vient pas d'Amazia. Il peut essayer le soin, mais il y a risque d'aggraver la situation. Et l'Amazia, c'est un empire au-delà des montagnes du Coest, qui n'a plus de chemin commercial vers Aria depuis longtemps, mais qui garde des relations diplomatiques plutôt cordiales avec l'Osmanli. Le pays serait gouverné par un mystérieux empereur dragon, fou, et omnubilé par l'idée de construire un pont pour atteindre la Lune. On entendra parler des Amaziens un peu plus tard dans la campagne, mais ils seront beaucoup plus présents dans celle du Tribunal des Dragons, la saison 6, 7 et la future 8 de Gore. Niklas tente quand même sa chance et le procédé est un succès. L'alchimiste va mieux et il gagne même un point de vie. Il pose des questions sur le sceptre et Namp Now leur fait un petit cours. Le roi des dieux, c'était le culte dominant. Et c'était un dieu qui, autrefois, quand on le priait et qu'on était juste, il exauçait nos prières. Après, il s'est passé des choses un petit peu compliquées. Si vous voulez, je peux détailler le catéchisme. D'accord. Mais avant qu'il se passe quelque chose, il a fait don au monde d'Aria d'une couronne qui permet d'assurer le commandement, d'un sceptre qui permet de voir dans l'avenir, et d'un orbe qui permet d'assurer la justice. Et la personne qui avait ça devenait statutairement le roi des rois, et il régnait sur le monde entier. C'est ce qui s'est passé très longtemps. C'est-à-dire qu'avant, il n'y avait pas Akaba, Kniga, Aria, Amazia, tout ça. Tout le monde était sous une seule bannière. Un peu plus tard, là, il y a eu un combat entre le roi des dieux et le dieu ennemi. Ça se fait au bord du monde. Et ils se sont battus, comme on se bat, entre hommes, on va dire. Et le dieu ennemi est tombé, enfin, il a commencé à tomber au bord du monde. Il s'est accroché au roi des dieux. Et le roi des dieux aurait pu se débarrasser le monde du dieu ennemi juste en se laissant tomber, mais il ne l'a pas fait.
peut-être par couardise, peut-être pour d'autres raisons. Et du coup, il porte le poids de cette culpabilité parce qu'il a ramené le dieu ennemi et le mal dans le monde. Et il s'est exilé et depuis, il n'exauce plus les prières. Et comme c'est la religion d'État, parce que Arya vit sous l'égide de la couronne, du sceptre et de l'orbe, eh bien, on vénère le dieu exilé qui, paradoxalement, est le seul dieu qui ne répond plus aux prières. Et D'accord. Mais donc le dieu. le dernier roi des rois, et c'était il y a bien longtemps, comment ça s'appelle le pouvoir s'est un petit peu perdu des trois dons du roi des dieux. Et à un moment, on a fait don à Akaba du sceptre pour on va dire, à titre diplomatique et aussi pour répandre son pouvoir. Et Akaba ne l'a jamais rendu. Et c'est pour ça que le prince Étienne a lancé une croisade pour récupérer le sceptre. Mais donc par contre la couronne et l'orbe. La couronne, elle est sur la tête du roi Blaise, il s'appelle Blaise. Voilà. D'accord. Et L'orbe. L'orbe, on ne sait pas. Alors, encore de longs extraits, désolé, mais j'ai pensé que le lore serait mieux expliqué par Fibre lui-même. J'aime beaucoup comment il précise que les dieux se sont battus comme des humains, genre physiquement un peu. Et je trouve ça super classe la manière dont il explique le combat entre ces dieux justement, parce que ça fait un peu, ça me fait le ressentir comme le dieu exilé est tellement bienveillant qu'il se refuse à vaincre l'âme du mal. Parce c'est un dieu créateur et c'est pas lui le dieu destructeur, quoi. Et ça rejoint un peu l'idée de l'équilibre divin. La vie implique la mort, le bien implique le mal, etc. Et que ils se valorisent l'un l'autre un peu. C'est vraiment très cool comme point de vue parce que Fibre Tigre, il va mettre l'accent à plusieurs reprises sur la couardise du dieu exilé, parce qu'il n'a pas voulu mourir et emporter le dieu ennemi avec lui dans sa chute. Mais au-delà de cette couardise, je suis d'accord avec toi qu'il y a quelque chose de l'ordre de la balance entre le bien et le mal qui s'est joué ce jour-là au bord du monde. Et il y a plein d'œuvres comme ça où le mal ne peut pas exister sans le bien et vice-versa. Ça me fait aussi beaucoup penser au dessin animé Avatar, le dernier maître de l'air, qui est très axé sur la balance. Et voilà, c'est super intéressant ce que tu relèves. Ouais, je l'avais entendu comme vous aussi. Et de manière générale, ce lore, il est très simple en soi, parce que 3 artefacts magiques à trouver, 2 dieux qui représentent le mal, le bien, qui s'affrontent. Mais il est très clair, il est très parlant, il est très punchy. Et c'est ça aussi qui fait qu'on a adhéré à Arya, je pense. C'est ce lore qui parle à tout le monde et qui rassemble d'un point de vue scénaristique. Complètement. Nicolas apprend que le sceptre est aussi appelé le sceptre herméneutique, celui qu'il recherche. Par contre, le prêtre ne sait rien de la dague mystérieuse d'Atlan. Et oui, petite parenthèse, il s'intéresse enfin au lore. Et on entend vraiment Fibre pousser un long soupir de soulagement mental, même si comme d'habitude il est poker face, mais ça fait du bien. Ouais, il s'intéresse enfin au lore pour l'oublier la semaine d'après. Donc après ce point lore, il part vers le temple d'Ina pour la quête de Fripouille. Le chat griffe Clodomir, mais accepte les caresses de Ketra et Niklas. Je me demandais si selon vous Fripouille il réagit en fonction du karma des persos, ou bien si c'est juste un moment arbitraire. Ouais, totalement. Pour moi, c'est une manifestation d'un retour de bad karma envers Clodomir, l'invocateur des flammes, alors que Ketra et Niklas sont plutôt en karma neutre. Je pense aussi comme ça parce que il insiste de savoir, tu t'approches, tu le caresses, tu vois, on voit qu'il attend quelque chose. Donc il avait préparé forcément. Mais je me suis dit ça aussi, mais en même temps, à ce moment-là de l'aventure, Ketra a tué autant de monde que Clodomir, et même un peu plus froidement, parce que, sans vouloir lui trouver d'excuses, il savait pas qu'il y avait des gens dans ce bateau. Donc voilà, c'est un petit peu du délit de faciès. JDC, JDR. Donc... Ouais, mais Ketra, je sais pas, elle fait son boulot de gladiatrice, tu vois. Elle tue leurs ennemis. Clodomir, il brûle un bateau parce que, pour rien. J'avais l'impression qu'il regrettait cet acte après, mais...
Oui, en plus, ouais, je suis d'accord avec toi. On l'a beaucoup diabolisé pour ça. Quand il s'éclipse du temple, la compagnie le suit discrètement. Fripouille vole d'abord une saucisse chez le boucher, puis passe un pont. Les aventuriers perdent un peu de temps pour payer le soldat de garde et ils finissent au quartier d'Akaba. En face de la taverne où les attend Jotun. Et Jotun qui les accueille est toujours bien trop cool. Je me dis en fait, je me dis, ils auraient pas pu ne pas aller le voir parce que ce perso est tellement gentil qu'il faudrait être volontairement cruel pour provoquer quelque chose de négatif, j'ai l'impression. Et je crois que je vais avoir un peu du mal à exprimer cette idée, mais est-ce que c'était fait exprès que Fripouille vienne à cet endroit pour ne pas que les joueurs puissent poser un lapin à Jotun? Ça semble, à mon avis, ça a tiré un peu par les cheveux, mais je me demandais s'il y avait un système de karma pour les PNJ. Moi, je le vois plus comme un élément clé très bien utilisé par le MJ. Ça permet de concentrer toutes les quêtes et de focaliser l'attention des PJ qui ont tendance à papillonner. Et on pourrait dire que c'est bien trop pratique que Fripouille et Jotun soient dans le même quartier. Et comme la théorie des coïncidences de Paul Auster, on se rend compte IRL qu'il y a parfois des enchaînements d'événements positifs ou négatifs qui sont dignes d'un scénario de film. Donc au final, ça fonctionne. Oui. Et puis, je pense que ta théorie est juste aussi, Céladon. En tant que MJ... Faire partir un chat vers là où est la suite de la quête et qu'en plus ils le suivent, c'est très pratique. Donc Ketra suit le chat sur les toits pendant que les autres décident d'aller boire un coup. La gladiatrice tombe du toit et se foule une cheville. Mais elle remonte et si elle ne voit plus le chat, elle repère un trou dans une maison d'où s'élèvent des cris plaintifs de femmes. Méfiante, Ketra descend doucement et se retrouve dans une pièce glauque où 3 jeunes filles sont enchaînées au mur. Fripouille est là et semble avoir apporté la saucisse pour qu'elle puisse manger. Alors, j'ai vu qu'il y avait un vote pour décider si Fripouille avait des actions gentilles ou méchantes. Et je me demandais s'ils avaient parlé, enfin si Fibre Tigre avait parlé de l'autre possibilité, si le vote avait été pour que Fripouille soit méchant, quel aurait été son rôle dans cette affaire? Non, ça, malheureusement, Fibre ne l'a pas dit et lui seul sait ce qui serait passé. Ça aurait été intéressant de voir ça. J'imagine bien un truc du style Fripouille bouffe la saucisse devant les filles et les nargue. Ou Fripouille est l'animal de compagnie de Saïd Ben Saïd. mais au final, il serait arrivé au même endroit, mais juste Fripouille aurait été une fripouille. Bon. En tout cas, Ketra comprend tout de suite la situation, l'ayant vécue elle-même. Elle vient de débarquer chez un marchand d'esclaves. Je vais pas vous faire de mal. Je peux avoir vos noms? Alors, ce sont 3 esclaves. Il y en a une qui s'appelle Noura, Jamila et Malika. Et ces trois jeunes filles, effectivement, sont des esclaves qui viennent d'Aqaba et qui ont été achetés par le propriétaire de la maison qui s'appelle Saïd Ben Saïd. Oui. Voilà. Et elles attendaient un sort funeste. Elles sont pas trop nourries, c'est pour ça que le chat vient les nourrir. Et elles sont bien contentes que tu viennes pas leur faire du mal, quoi. Oui, Aria, digne cité éclairée du roi des rois, c'est la seule cité de la mer de la morsure à interdire clairement l'esclavage. On verra qu'à part Varna, qui pratique cependant un impôt citoyen très coûteux, les autres pays le pratiquent, comme Alta Bianca, l'Osmanie, Aqaba, ou le tolèrent avec les gens les plus pauvres, comme à Kniga. Effectivement, et du coup, Ketra sait que l'esclavage est interdit à Aria, et surtout elle supporte plus l'esclavage en général. Donc elle décide de les libérer. Elle frappe les chaînes avec ses armes, elle y perd une de ses haches, mais elle finit par en libérer 2. Elle tente d'utiliser sa lance en ivoire pour la 3e, mais elle se brise aussi à grand fracas, ce qui attire l'esclavagiste. Ketra se cache et tente d'assommer l'homme à coups de pelle, mais rate son coup et se prend un coup de poignard. Après l'épisode des vieilles femmes qui puent dans l'épisode 2, moi j'ai un autre truc qui me fait tout le temps mourir de rire, c'est le faux cri d'agonie de Ketra. Parce qu'il lui dit tu prends un coup de poignard et elle fait d'accord,
Ah Oh merde. Il te plante le poignard dans le ventre. Aïe, 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 ça fait très mal. Oh, putain. Déjà, de base, tu perds 3 points de vie et tu Ok. hurles. Bon, bah, ah Ouais. Et ensuite, qu'est-ce que tu fais? Et c'est vraiment un peu pathétique comme ça. Voilà. Un grand moment de jeu d'actrice. En tout cas, elle riposte avec sa hache restante et les ventres. Elle sort de la maison avec la dernière esclave, laissant l'homme agoniser. Couverte de sang, elle retrouve les 3 autres à la taverne, avec Jotun, et les filles racontent leur histoire. Leur pauvre histoire, elles étaient dans les rues, loin d'ici, dans une ville très lointaine. Elles se sont fait attraper, elles ont fait un long voyage en mer. Elles sont arrivées ici et elles sont restées là. Et elles étaient vraiment très mal nourries, on les frappait, tout ça. Et heureusement, il y a ce chat toutes les nuits qui leur apportait à manger une saucisse. Voilà. Donc, quand on parlait de Arya version Dark, on en a encore une bonne illustration ici. C'est vrai. Et à ce moment, il propose presque de remonter le filon avec l'aide de Jotun pour mettre fin à l'esclavage. Et là, j'ai senti tout ce que ça voulait dire être maître du jeu, recentrer l'attention de ses joueurs sans qu'ils ne remarquent pour pas qu'ils perdent de vue leurs objectifs. Enfin, franchement, c'est remarquable. Hein. Il serait parti dans une enquête policière, ça m'aurait absolument pas choqué, j'aurais rien vu. Ouais. Ici, on regarde un actual play et il faut que la trame reste cohérente et lisible pour les viewers. Après, sur un JDR classique, effectivement, rien n'empêche de laisser des PJ partir en investigation, quitte à perdre d'autres quêtes qui auraient une deadline. Là, en l'occurrence, ils seraient peut-être remontés jusqu'à Mardonius, dont ils avaient déjà coulé le bateau, mais ils auraient peut-être pu avoir des informations sur les 2 frères de la côte, le Corbeau Noir ou Badainta, qui sait, on ne le saura jamais. Ça pourrait faire un super one-shot. C'est super intéressant. J'avais pas du tout pensé au fait qu'ils pouvaient s'auto-censurer comme ça, enfin, à prendre avec des guillemets, bien sûr, parce que c'est un contenu qui est quand même à destination du public et c'est très fluide et c'est vrai que j'en oublie que le spectateur est présent et que ça influe, qu'il y a une forme de contrat à respecter quand même. Ketra et Atlan ramènent les esclaves au temple d'Ina, pendant que Niklas et Clodomir restent à la taverne avec Jotun. En récompense de la quête, Fibre avait prévu un bonus pour chaque PJ. Du coup, comme certains ont préféré rester boire, le noble et la guerrière ont le choix. Atlan choisit de garder Fripouille. Et ce moment où Atlan, il choisit sans hésiter l'amour de Fripouille, ouais, c'est trop mignon. Il veut son petit pet à tout prix, c'est trop drôle. C'est un très bon choix en plus. Fripouille forever. Et Ketra, elle gagne la compétence affinité avec les animaux. Elle pourra échanger avec une phrase très simple, avec n'importe quel animal, grâce à la bénédiction de la déesse Ina. Et oui, d'ailleurs, elle dit qu'elle va pouvoir parler avec Kiki le tigre. Du coup, on avait menti, on a bien entendu parler une deuxième fois. Mais cette fois, je pense que c'est vraiment la dernière. Ouais. Ils reviennent à la taverne, assurent aux autres qui n'ont rien loupé en récompense d'ailleurs. J'aime beaucoup d'ailleurs la mécanique de la transparence en jeu de rôle pour les actual play. C'est-à-dire, tu sais, pas faire sortir les gens quand tu parles de trucs un peu secrets ou quoi. Ouais. Et ils jouent très très bien les idiots et ils en jouent beaucoup et c'est très agréable à voir. Ouais, c'est clair, c'est tellement plus fluide et c'est tellement plus fun que de faire des cachotteries. C'est vrai que si t'as des joueurs qui jouent au jeu, c'est vraiment bien. Trop chouette. Donc ils interrogent Jotun sur la guilde des poissonniers, a.k.a. la guilde des voleurs. Oui. Il voudrait se rendre au quartier général, mais pour ça, il faut faire partie de la guilde. De plus, Jotun ne peut voler Yacine Al-Yacine car les voleurs ont un code. Ils ne se volent pas entre eux. Il les informe par ailleurs des règles de la guilde en matière de butin et ce qui peut être arrivé à la boîte. En gros, quand on vole quelque chose qui est pas super cher, on donne 10% de notre butin à la guilde et on garde le reste. Donc si c'est le cas, il a dû faire ça. Si ça vaut vraiment très très cher, en général, on le donne à notre chef. Et là, par contre, il le garde. Et là, c'est compliqué, c'est-à-dire qu'il faut lui demander en personne, voilà. La guilde des voleurs est sous l'égide du dieu Gobi, le poisson aux yeux globuleux, farceur et menteur, capable comme ses disciples des pires entourloupes, mais protecteur, comme eux, envers les plus démunis, notamment les enfants orphelins, Arya, qui survivent dans cette grande cité en faisant des petits boulots pour les poissonniers, avant parfois d'en devenir un comme eux plus tard.
Donc la boîte est sûrement en possession du chef de la guilde des voleurs. Pour la récupérer, ils veulent le rencontrer. Jotun leur explique que pour ça, ils vont devoir entrer officiellement dans la guilde et leur donne rendez-vous place des Nobles le lendemain matin pour leur présenter le recruteur. Et moi là, je frétille. Je suis en mode ah, c'est trop cool. Je sais pas, enfin je sais pas vous, mais si je devais rejouer la campagne, ce serait ma priorité numéro 1 de devenir voleuse. Je trouve que c'est vraiment trop palpitant. Et puis Jotun, qui était vraiment le gros glandu jusque-là, il prend une toute autre dimension. Comme je l'avais dit, j'adore cette partie. Ouais, Jotun, c'est le MVP. Après un petit récap de leur quête, Atlan tente de voler des épices dans la cuisine de la taverne, mais se fait repérer directement, bien entendu. Ça me fume parce que plus il élabore un plan et il a vraiment une bonne idée en termes de roleplay, plus il fait des jets d'éclataxe. C'est vraiment trop dommage. Clodomir et Ketra prennent une chambre, Niklas fait la fête et Atlan attend le bon moment pour réitérer sa tentative. Il pense à envoyer Fripouille, mais il change d'avis devant le danger encouru par son nouvel ami. Pendant que l'alchimiste se saoule à mort, il tente de voler une saucisse à un vendeur de petite taille, mais échoue lamentablement. D'ailleurs, souvenez-vous de ce passage, parce que c'est un événement qui a un petit peu marqué l'âme, et je trouve ça assez comique, parce que il va revenir plusieurs fois dessus, sur cet épisode du vol de saucisse, avec une pointe de regret. Je trouve ça assez marrant. Oui, d'autant que nous savons maintenant, grâce au JDR papier, que la saucisse est en viande de rat frelaté. Et donc, Niklas a échappé avec ses bêtises et sa cuite à une bonne diarrhée. L'histoire de ma vie. Atlan, lui, se fait accoster par un prêtre du pain, adorateur de la déesse Joyper, qui lui propose de devenir prêtre à son tour en échange d'une petite pièce. Il hésite longuement, mais finit par se laisser tenter, et investi de ses nouveaux pouvoirs, part dans les cuisines. Alors le cuisinier dit j'ai pas beaucoup d'argent pour que vous laissiez le pain. Je ne vous ferai rien payer, mon brave. Votre taverne a... Je suis arrivé, j'ai eu un flash. J'ai eu quelque chose, je me suis dit, vous, il faut que je bénisse votre pain parce que cet établissement a une aura. Eh bien écoutez, ça fait plaisir que vous pensiez, parce que moi aussi j'ai l'impression qu'il y a une aura particulière. Exactement. Par contre, j'ai besoin d'espace car je dois communier avec la déesse Joyper. D'accord, alors il recule de deux pas. Non, il sort de la cuisine. Encore un super chouette RP d'Atlan, vraiment il est incroyable. C'est clair, il est beaucoup trop fort. Et c'est assez mignon d'ailleurs parce que notre prêtre de la Miche va prendre sa nouvelle vocation à cœur et ça va vraiment devenir un des grands running gags de l'émission et ça jusqu'à son destin final. Mais je n'en dirai pas plus pour l'instant. Ouais. Qu'à dire à Aka Joyper, une pilier de la commu-qualité. Donc Joyper, dans l'actuel play, c'est une déesse mineure inféodée au royaume d'Akaba. C'est une déité bénéfique. Les pains bénis par ses prêtres redonnent vie et santé, neutralisent faiblement les poisons et pourraient même, dit-on, soigner les petites malédictions. Atlan étant le plus charismatique de la bande, c'est normalement vers lui que se dirige le prêtre itinérant. Quand on connaît, comme tu disais, Anna, l'avenir du héros, on peut se dire que les voies du gluten sont impénétrables. À mort. Mais le cuisinier ne se laisse pas berner, et il sort pas de sa cuisine. Le noble prêtre bénit le pain. Alors tu fais quoi avec le pain? Alors, Roleplay, ça c'est le pain. Vas-y. Alors ça c'est le pain. Alors je prends mon médaillon, Oui. j'appose mon médaillon sur le pain, Oui. je ferme les yeux comme ça, je me concentre, je pense très fort au gluten. Ce pain est consacré. Voilà, hop. Vous pouvez dire le nom de la déesse Joyper? Ah, Joyper, je soulève le pain comme ça, tel un élu. Je fais ce pain sera... qui mangera de ce pain au petit matin sera béni. Il demande du safran en paiement, mais il doit se contenter de poivre de mauvaise qualité. Pendant la nuit, Niklas fait un rêve. Xa lui apparaît. Elle lui ordonne de voler la cuillère en argent de gourmandise et de la poser sur une table du nuage enchanteur. Elle lui promet de lui enlever la marque s'il obéit, et au contraire de venir le torturer toutes les nuits s'il ne fait pas ce qu'elle demande. Le lendemain, il se dirige place des Nobles, plus précisément à l'Arbalète où travaille Gourmandise. Ils se prennent un stop par le videur, ils n'ont pas le standing de l'établissement. Atlan se débarbouille de la fontaine et se rend plus présentable pour passer. D'ailleurs, la description de comment le fait Atlan à ce moment-là, ça me fait rire aussi. C'est génial, ouais. Parce que je crois qu'il fait un bon jet, non? Ou un truc comme ça, et du coup... Oui.
C'est genre publicité pour des shampoings, apparemment. Il se relève et c'est... Notre homme. Nicolas demande à Atlan de récupérer la cuillère de gourmandise s'il peut. Le noble dépense sans compter pendant que ses camarades restent dehors et prend un luxueux petit déjeuner. Il demande à voir gourmandise. La quête du génie. Ça y est, on l'a. Alors, gourmandise. Nous, on est collés à la fenêtre. Une jeune fille aux cheveux noirs et courts Oui. qui Elle a un s'approche accent, elle a un accent, et elle d'ailleurs. dit alors mes pâtisseries vous plaisent. C'est succulent. Eh bien, ça me fait très plaisir. Ça me fait plaisir parce qu'on n'appelle pas souvent les cuisiniers pour les remercier. Eh bien, écoutez, c'est fort dommage. Mais vous savez que je suis aussi pâtissière pour le roi en personne. C'est pas vrai. Oui, je suis la meilleure pâtissière de la ville. Et c'est pour ça que je sers à l'arbalète. Et de temps en temps, on va dire une fois par semaine, je fais un gâteau pour le roi. Et oui, la quête d'une vie, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais c'est marrant comme dans mon esprit, en fait, j'ai toujours eu l'impression que cette quête, elle a duré une éternité, parce qu'il passe dans absolument toutes les tavernes d'Aria, et il y a ce fameux running gag incroyable là de est-ce que Gourmandise travaille aujourd'hui? Mais en fait, c'est assez court. Au final, c'est l'équivalent d'un épisode et tout est rondement mené. Mais je pense que l'arc Gourmandise a marqué parce que c'est un peu l'incarnation, on va dire, iconique, j'en fais des tonnes, de la priorisation de la quête secondaire dans le JDR. Je vais bientôt écrire une thèse comme Céladon. C'est ça, tu vas t'associer avec Céladon. C'est ça. Oh la Dream Team. Yes. En tout cas, Gourmandise lui confie à son tour une petite quête. Aller chercher un ingrédient spécial, du sperme de baleine sur les docks. Ouais, il s'agit tout simplement d'ambre gris qui permet réellement de faire des émulsions gastronomiques IRL. Ah, je savais pas. Atlan lui donne le poivre et gagne 2 deniers. Une quête très rentable donc, puisque l'addition salée lui coûte 3 deniers. Pour tenter de récupérer la cuillère d'argent, Atlan retente le coup de la bénédiction du pain. Il repère l'ustensile et essaye de le négocier comme preuve de la bonne santé de Gourmandise à rapporter à son père. Oh là là, et puis, ce moment où il dit, il veut tout faire pour récupérer la cuillère, et il lui dit, vous n'avez pas quelque chose qui vous représente, vous, la cuisinière, qui aimez touiller. C'est vrai que... J'adore, c'est trop drôle. Gourmandise lui donne plutôt une petite feuille de Vespérante, puis une naranjule, et devant son insistance, elle devient de plus en plus soupçonneuse, et il se fait jeter des cuisines. Il rejoint ses camarades, et il partage un moment de détente en dégustant le pain récupéré par Atlan pour son office. Le noble ment effrontément sur la récompense de quête. Et du coup, Oui. mais que t'as donné Gourmandise? Ah bah, C'est la quête d'une vie quand même, ce donc que j'espère qu'on a été j'ai, grassement récompensé. Ce que j'ai dans mon sac actuellement, des ingrédients d'une rareté absolue qui serviront, j'imagine, à faire des potions à la puissance colossale. T'as récupéré une noix et un bout de feuille? D'une rareté absolue. Tout ça pour ça. Et du pain. Le pain était bon. Le pain était bon. Oui, encore une occasion manquée pour l'alchimiste, la Vespérante étant un léger hypnotique favorisant les cauchemars et donc le mentalisme. Et quant à la naranjule, en plus de donner un alcool fort, en potion, elle augmente la voix de plusieurs octaves, tout comme le charisme, l'intimidation et même la supercherie. On verra que ces incroyables ingrédients, dont se moque Nicolas, finiront au fin fond de la mer de la morsure, avec beaucoup d'autres loots fabuleux, mais ceci est une autre histoire. C'est pour ça qu'on les aime aussi. Évidemment. Jotun les fait entrer dans l'arbalète et les amène à la meilleure table, où les attend Astrid aux 2 visages, membre éminente de la guilde des voleurs qui peut les recruter. Il lui parle des affaires volées. Ils apprennent que la guilde détient la tête de Moussa, qui sera mise aux enchères bientôt. Astrid connaît aussi l'existence de la boîte. Elle est entre les mains du maître de la guilde. Pour qu'ils puissent prouver leur qualité de voleur, elle leur lance un défi. Elle finit son repas dans 10 minutes, et si ici là ils volent quelque chose sur la place, elle réfléchira à leur candidature. Il repère vite plusieurs cibles, une noble qui détient un bracelet orné d'une grosse émeraude, la valise d'un médecin et la pipe en ivoire d'un diplomate d'Aqaba. J'aimerais bien qu'on ait un jour le fin mot de cette histoire de fraternité des pipes ouvragées. Ces pipes-là, on va les retrouver dans la saison 4.
qui n'est toujours pas achevé à ce jour. Et c'est un petit mystère de plus à rajouter au lore de Game of Roll. Rappelle-moi, c'était donc le gars qu'ils avaient trouvé qui était exilé là ? Non. Oui. Et Oui, c'est ça. Dans son trou, dans sa grotte. Je sais plus très bien les détails. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai qu'il avait laissé miroiter un lore intéressant, mais on n'en sait pas plus pour l'instant. Ouais. À suivre. Par contre, Clodomir repère aussi quelques gardes. J'ai trop aimé comment Fibre Tigre amène le truc, genre en mode il y a des zooms sur les objets et tout, façon, je pense, Ocean 11, un truc comme ça, genre ça faisait très bien dans ma tête. Ouais, à fond. Mais ce moment est très cinématographique, justement. C'est bien de le souligner parce que c'est pas les séquences qu'il y a le plus souvent dans Aria, mais quand il y en a, elles sont vraiment très, très cool, très dynamiques. Il monte un plan. Ketra va demander au médecin de soigner ses blessures. Le chat va distraire les gardes et Clodomir va essayer de subtiliser la mallette. Ninja Master examine la gladiatrice, mais le mage n'est pas assez discret et se fait prendre. Il s'en sort au bagout et Atlan tente sa chance à son tour et récupère facilement le butin. Alors, je fais une petite parenthèse stat ici, parce que donc Atlan réussit son jet et il fait 42. Et immédiatement, Lydia, elle s'exclame, mais vraiment premier degré. C'est pas genre, je fais une blague parce qu'il fait beaucoup de mauvais jets. Elle dit, c'est la première fois de l'aventure qu'il fait moins de 50. Et or, à ce moment-là de l'épisode, Derib, il a déjà fait 2 jets en dessous de 50. Et même un très beau 12, le fameux charisme Elden Shoulders, là. Et spoiler, à partir de là, il va réussir super bien tous ces nombreux autres jets. Donc, c'est vraiment représentatif de l'impression négative laissée par Atlan, parce que en fait ces jets ratés sont pratiquement tous critiques et très très critiques, donc ça marque, et en plus ça tombe toujours au pire moment, comme je le disais plus tôt, quand il élabore un plan hyper stratégique et tout, et donc il a cette étiquette de perpétuel poissard qui est pas si réelle que ça en fait. C'est vrai que ça arrivera souvent dans l'aventure où ils disent c'est maintenant que tu fais un 12 pour ce jet inutile alors que tout à l'heure... C'est clair. Ils présentent le butin à Astrid. Elle est assez impressionnée et leur confie la vraie quête qui leur permettra de rencontrer le maître de la guilde avant les 1 an réglementaires. Alors, ce soir, il y a une soirée. Soirée déguisée. À thème. Je vous dis pas le thème, puisque vous êtes si fort. Toute la noblesse est invitée. Et il y aura notamment un certain Clément Tréherne, d'accord, qui sera invité. Et je veux que vous lui fassiez boire quelque chose à minuit moins 1 dans cette soirée. Est-ce que vous vous sentez capable de relever le défi ? Ça implique plein de choses. Hein. Il faut être invité à la soirée, vous n'avez pas d'invitation, il faut trouver où est la soirée, il faut éventuellement se déguiser, il faut s'infiltrer dans la soirée, il faut se faire ami avec le mec, et si on réussit cet exploit, on aura... Ah bah alors là, vous êtes les rois du monde. Vous rencontrez le maître de la guilde tout de suite. Secret du JDR papier, Astrid est aussi la numéro 1 de la guilde des marchands d'Aria. Et la potion bue au beau moment a un effet d'inception auprès de Clément, puissant membre lui-même de la guilde, qui validera du coup les orientations soufflées par Astrid au profit de cette dernière. Et donc là encore, Nicolas a en main une potion incroyable qu'il ignorera copieusement. Incroyable. Mais c'est marrant parce qu'Astrid, elle est hyper charismatique, elle a beaucoup de pouvoir et c'est pas du tout exploité dans l'actual play. Mais bon, il peut pas tout aborder. Mais c'est vrai que d'un point de vue politique, c'est un personnage très important dans la ville d'Aria. Et d'ailleurs, toi, Maître Likao, tu l'as utilisé dans un autre de tes scénars et je trouvais ça vraiment très chouette. C'est ça, hein, dans 1900, elle est présente, je crois. Oui. Dans les Naporia Paper, elle a un rôle assez important. Merci de le rappeler. Et elle est vraiment... c'est vraiment la politicienne un peu véreuse, Astrid, en fait. Ça me fait beaucoup rire. Bien entendu, ils acceptent et ils partent se préparer. Mais pas avant que Niklas n'engage Jotun pour voler la cuillère de gourmandise. Il accepte pour un denier et en 10 minutes, il ressort avec l'ustensile. Et c'est fou, j'ai beau avoir écouté cet épisode facilement 10 fois, mais j'avais complètement zappé que Jotun était leur parrain au sein de la guilde. Mais c'est vraiment
une douce ironie quand même, parce que quand on pense qu'ils étaient à 2 doigts de le balancer dans le parcours l'épisode d'avant, et maintenant ils se portent garant pour eux. Donc voilà, bon, dans le fond, Jotun c'est un bon gars, en vrai, pas rancunier, ça c'est sûr. Il en jette un maximum, ça c'est vraiment classe. Non seulement il est sympa, mais en plus il a le talent. J'adore vraiment le fait que tu trouves que Jotun est classe. Et plutôt aussi, tu disais qu'il est trop gentil, alors que moi, dans ma tête, Jotun, c'est vraiment un cassos ou un boulet, tu vois, et un manipulateur un peu. Donc, sympathique, c'est vrai, mais loin d'être classe, c'est très drôle. J'aime beaucoup les personnalités qui réussissent tout avec cette espèce de nonchalance, genre qui surfent un peu sur la vie en mode... genre... il leur arrive des merdes, mais bon, tranquille, quoi. Mais j'ai déjà remarqué, t'aimes bien un peu... je sais pas ce que ça dit sur toi, mais t'aimes bien les personnages un peu d'opportunistes comme ça. Ouais. Je me demande si c'est pas comment Fibre Tigre amène le personnage, genre avec un bagou pas possible. C'est et clair. Genre, C'est 100% ça, parce que en vrai, dans les faits, Jotun, c'est vraiment un mec qu'ils ont trouvé dans une cage et qui veut les entourlouper depuis de la seconde 1. Mais il est tellement charismatique dans la bouche de Fibre Tigre qu'on le trouve classe. Enfin, tu en es à le trouver classe alors que c'est vraiment un pauvre type, quoi. C'est trop drôle. Je pense que c'est bonne fortune Onyx Fen pour nous. Je pense que Aircap le joue un peu comme ça aussi et genre c'est un peu pour ça je pense que j'ai bien aimé ce perso. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord. Aircap, il a insufflé beaucoup de Jotun dans son bonne fortune. Donc du coup, ils doivent trouver le thème de la soirée et une invitation que Mujahid, selon Jotun, pourra copier. Atlan s'approche de la noble repérée plus tôt et la séduit. Tac, je m'assois à côté d'elle. Noble dame, votre beauté m'honore. Face à vos yeux, je suis perdu. Face à cet océan d'étoiles. C'est très très bien, très très bien. Alors, elle s'appelle Maria Almunia. Exactement, Maria. Et elle est un peu sous le charme. Oui. Maria... Et tu sens que vraiment, c'est un peu plus que de l'amitié, tu vois. Elle dit, mais vraiment, c'est un peu le coup de fou, tu vois. Elle dit, je ne vous ai jamais vu, Aria. Vraiment, quelqu'un d'exceptionnel. Et en plus, je vois que vous êtes prêtre. Je suis prêtre, marchand et commerçant. Mais c'est fantastique. Rien de vous, aucun domaine ne vous est étranger. Écoutez, je pense que le destin nous a aujourd'hui rapprochés. Ah, tu la vois, elle est en train de... Le destin, vous et moi, je pense que nous allons vivre une grande aventure. Et oui, le destin de cette chère Maria se retrouve complètement bouleversé par cette rencontre. Est-ce que ce sera en bien ? On n'est pas sûr, mais on verra. Je suis occupée de pleurer, littéralement de rire. J'en peux plus. Ah ouais, tout comme Ninja Master, Scalroon, César Costa, Olympia Fonte, Zlasko et Gourmandise, on retrouvera Maria dans le flashback dans l'OS Enquête et épouvante à Aria. Ouais, et tous les noms que tu viens de citer, de par leur simple récurrence dans cet OS, c'est vraiment devenu des PNJ emblématiques d'Aria. Tout le monde les connaît, enfin tous les gens qui sont un peu fans de l'émission. Et moi, j'adore les faire jouer ou les replacer ça et là. Et ça fait toujours plaisir de les croiser. Ouais, d'ailleurs, tu nous l'as fait jouer dans La Peste Verte. Et c'était très, très cool de les incarner. Ah oui, c'est vrai. Ouais. J'ai même pas dit ça en pensant à ça. Mais c'est vrai que j'ai repris les personnages de l'OS parce que je trouve ça vraiment stylé de rejouer d'incarner une Olympia ou un César. C'est toujours sympa. Aircap est une incroyable Olympia Fonte. Mais ouais, t'étais tellement sassy. En attendant, il l'invite pour la soirée et il prévoit de se retrouver à 15h, où il avisera pour lui prendre son invitation. Il lui demande le thème qui est « extravagance ». Ils ont besoin de vêtements, et ils partent donc pour une séance d'emplette en commençant par la vente de leur loot inutile. Oh là là, loot inutile, quoi. Enfin, de nouveau, GG à Fibre Tigre et sa poker face... Quand ce bon vieux Clodomir veut vendre le Codex Runica sans même jamais l'avoir lu, ouais. Ça me rendrait malade. Ça me rendrait ouf de créer tout un lore et le gars... Oh, j'ai un bouquin, là, je vais le revendre. Enfin bon. Ouais.
Il récupère une petite fortune, dont on fera pas le détail, et passe par la Fouine perdue, une friperie où ils achètent de quoi être dans le thème de la soirée. Donc Nicolas se porte acquéreur d'un kilt et d'un manteau de fourrure, Clodomir un gilet violet, un pantalon de cuir jaune et un bandeau de pirate. Alors notons d'ailleurs que il dépense un denier juste parce que sur la table de jeu IRL, il y avait un bandeau de pirate et que ça le faisait rire de le porter. Ketra, elle prend une cape de plumes blanches et Atlan, un petit chapeau orné d'une plume de 3 mètres sur une perruque géante. Le karma de Clodomir est pour une fois avec lui, car les couleurs qu'il choisit, on le verra dans l'épisode prochain, sont faites étranges ou sympathies du MJ, celles de la livrée de la maison Tréherne. Ouais, moi, je trouve que c'est cool comme association violet et jaune. Je crois que c'est des couleurs complémentaires. Et j'imagine que pour des armoiries, ça fait des contrastes qui sont assez intéressants, genre vifs, et que ça doit attirer l'œil. Mais enfin, je dis ça, hein, j'y connais rien, c'est juste une appréciation random. Mais c'est vrai que ça pue le fric comme association de couleurs. Ça fait très noblesse. Nouveau riche. Ouais, à mort. Bah, c'est ce qu'ils sont, hein. C'est ce qu'ils sont, les Tréhernes, c'est des nouveaux riches. Hein. Pour une ambiance un peu Moyen-Âge, quoi, où ça fait des couleurs qui doivent être hyper difficiles à obtenir. Ouais, surtout sur le pantalon de cuir, à mon avis. Ah mon Dieu. Surtout, faut faire gaffe de pas l'enlever, sinon après c'est difficile à remettre. Tu parles d'expérience? Non, c'est une vieille référence à un épisode de Friends. Ceux qui seront. Ah mon Dieu, mais oui, oh là là. Ouais. Donc Clodomir emmène tout le monde à l'Académie des Mages pour s'y inscrire et vendre le Codex Runica. Mini détour par l'Académie de Magie, sur une colline isolée, entourée d'un grand jardin hanté par des statues, se dresse un grand bâtiment carré de plusieurs étages aux larges fenêtres, surmonté d'un observatoire. Donc vous croisez des étudiants en magie qui vous snobent complètement, vous avez surtout avec votre tenue, et il y a une réception si vous voulez entrer. Alors, secret du JDR papier, c'est à ce moment-là que Clodomir va se faire repérer par Alexander Grindel, son rival, et déjà apprenti miséricordieux. Clodomir se présente à la réception. Pour tout le monde, la pièce ne comporte pas d'issue, mais le magicien voit au travers de l'illusion, et derrière l'accueil, un escalier monumental mène au reste du bâtiment. Le mage demande à s'inscrire et se présente en tant que mage amateur. Alors tu dis ça, Enthousiaste en fait. et là tu as un flashback de ton maître qui dit « Surtout ne dis jamais que tu es un mage indépendant parce qu'on les persécute et on les chasse à mort. » Voilà. Apollonius va chercher quelqu'un. Clodomir voudrait partir, mais Ketra le retient. Ils attendent sur un banc et une femme se présente, entièrement vêtue de noir. Elle s'appelle Skalrun. Elle lui demande de lui montrer sa magie. Confiant, Clodomir fait léviter les vêtements d'Apollonius à 15 mètres du sol avec un valet de carreaux, dévoilant sa puissance. Je suis vraiment désolée, mais la réplique Apollonius est inerte, ça fait 50 ans qu'il est là, ça m'a vraiment... Je l'ai repassé 3 fois, ça m'a fait rire et c'était terrible. Ouais, elle est très drôle. Mais bon, allez, on est d'accord que... je suis parfois un peu dure avec Clodomir, mais on est d'accord que le mec, il vient de recevoir un flashback lui disant d'être discret, et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il fait léviter un mec et il menace quelqu'un de le faire tomber dessus dans le hall de l'Académie des Mages. Ah là là, je te jure, quand les PJ se croient tout puissants, c'est incroyable. Ouais, cette partie, à chaque fois, ça me... Parce que il va à l'Académie... Fibre lui met un flashback pour bien lui dire attention. Ouais. Et Ketra lui dit non mais attends, ça a l'air intéressant, tu vois. Je comprends pas j'ai toujours pas compris qu'ils comprennent pas qu'ils sont dans la merde là. Ça me fait un peu penser à Shadow parfois. C'est vrai hein. Des bisous Shadow. Bisous Shadow, on t'aime. Mais Erkep est là, il lui dit mais t'es sûr que tu veux faire ça parce que tu vas potentiellement mourir dans d'atroces souffrances. Et la meuf elle continue. Voilà, il faut aller voir la campagne de la teub virtuelle pour comprendre la ref, mais c'est très drôle que malgré les avertissements il se croit tout puissant. Ouais, notamment le temple du dieu des morts, c'est très bien.
Oh là, c'était de la curiosité, c'est tout. La conscience. Ouais. Scalrune déclare faire partie de l'ordre des miséricordieux, chargé de traquer les magiciens errants et de les tuer. Elle veut enfermer le mage dans l'académie. Celui-ci relâche le réceptionniste sur la miséricordieuse et il profite du chaos pour s'enfuir. Voilà, ce qui se passe à ce moment et ce que dit Scalrune, ça fait vraiment froid dans le dos. Hein. Elle menace d'enfermer Clodomir dans une chambre, mais genre à vie, quoi. Et c'est hyper dur de rester enfermé comme ça. C'est une punition terriblement sévère. Scalrune, c'est plus un titre qu'endosse le ou la chef des miséricordieux, en hommage à la première chasseuse de mages déviants et de chasseuse de sorcières aussi. L'ordre est toujours chargé maintenant aussi d'en finir avec les mages ayant presque épuisé leur deck de magie, donc menacés par la folie de la fin. Donc la plupart de ces mages-là, qui sont souvent vieux d'ailleurs, se rendent aux miséricordieux, souvent de bon gré. Mais comme beaucoup de choses à l'Académie de magie d'Aria, l'ordre est devenu problématique car il s'est radicalisé jusqu'à tuer des enfants pratiquant la magie et n'ayant pas eu la chance d'être bien nés ou n'ayant pas eu aussi celle d'être repérés par un mage itinérant pour être affilié correctement à l'académie. Et du coup, comme tu le disais, Céladon, les punitions sont terribles et peuvent aller jusqu'à des exécutions. Du coup, Clodomir l'a échappé de peu, il a échappé belle. Mais Scalrune, elle est terrifiante en vrai, parce que je pense que si la campagne tourne d'une certaine manière, ça peut être vraiment elle, l'antagoniste principal des joueurs. Oui, ouais. Et d'ailleurs, un petit coucou à Tini Nounours, notre incroyable Scalrune sur la peste verte. Ouais, moi, comme je te l'avais raconté, Erkep, ma Scalrune, elle a fini morte avec un slip. Donc voilà. Ça fait moins sérieux. Ouais, une fin très peu glorieuse. En tout cas, il est 15h. Atlan retrouve Maria, place des Nobles. Il se promène au port royal. Il raconte des aventures fictives à la dame. Cet échange entre Fibre Tigre et Atlan, on est d'accord qu'il est juste délicieux. Et Fibre Tigre, il est à fond dedans, il est là. Oh, vous me faites rêver, continuez, dites-moi plus. C'est vraiment génial. Il joue terriblement bien, c'est fou. Ah, j'adore. Il repère le manoir Tréherne, où va se dérouler la soirée. Il apprend que Clémo Tréherne collectionne les heurtoirs. Il profite d'une embrassade pour lui voler son bracelet, une clé et un écu, mais elle n'a pas l'invitation sur elle. Maria est de plus en plus amoureuse, elle en est sûre, Atlan est l'homme de sa vie. Ils finissent chez elle, et les nobles continuent son entreprise de séduction, tout en cherchant l'invitation. Mais c'est enfin bon, cette séquence, elle est incroyable. Mais quel lover ce Atlan. Non mais vraiment, enfin, je veux dire, je pense à De Rive, c'est un pick-up artiste de génie ce mec. Faut vraiment se méfier en vrai. Il finit par repérer l'invitation sur le manteau de la cheminée, et après quelques échanges langoureux, il réitère le coup de l'embrassade pour la voler. Ah oui, et évidemment, je me permets de souligner qu'Atlan utilise l'expression « nous virevoltons jusqu'à la cheminée ». Ils retrouvent les hôtes et ils partent vers le ghetto d'Aqaba pour la copier. En passant, Nicolas dépose la cuillère en argent sur la table qui est tout de suite emmenée par un corbeau. On apprendra plus tard que la cuillère, mais surtout son lien avec la future mort du roi, est l'un des 3 objets, avec la flèche déjà glanée par les aventuriers dans la forêt de Sauvagny, toujours pour Xa, un des 3 objets nécessaires pour créer un artefact légendaire et extrêmement puissant. Ce lore est beaucoup trop cool. Ils arrivent chez Moudjahid El-Soufi et font réaliser 4 copies de l'invitation. L'enchaînement de situations amuse Nicolas. Je vous rappelle que tout ça, là, on est quand même en train de donner de l'argent à cet homme pour avoir des invitations, pour entrer dans une soirée, pour nous prouver auprès d'une guilde de voleurs. Car on va rentrer dans cette guilde de voleurs pour pouvoir parler à la tête de la guilde de voleurs, pour récupérer une boîte qui, à la base, on a donné à ce mec. Qui vaut notre poids en or. Ça fait quand même un sacré cercle.
Mais justement, Je te Oui, remercie. mais est-ce que c'est pas des aventures palpitantes? oui, Tout ça. je pense que Merci, quelque part... Clodomir. non mais c'est bien parce que ça permet justement de boucler la boucle. Ah, mais Je pour trouve ça, pour la boucle, plutôt cool. le mec il a créé son propre business du coup. Très très bon choix d'extrait, hein. De nouveau Maître Aircap. Et j'adore Lydia qui est MDR tout du long, c'est nous, c'est le public, c'est Lydia à ce moment-là. J'adore ce type de mise en valeur, ça marche tellement bien avec le jeu de rôle. Quand tu remets dans l'ordre les événements, les situations sont de plus en plus obscures et tout ça. En plus, c'est pour des problèmes qu'on a généralement provoqués nous-mêmes dans les parties, donc À mort, c'est clair. c'est délicieux. Ouais. Donc les invitations en poche, ils cherchent à se préparer au mieux pour la soirée et pensent à utiliser la passion de Clémo pour les heurtoirs pour se rapprocher de lui. Ils se posent aussi des questions sur le timing précis demandé par Astrid. Ils hésitent entre aller voler un heurtoir sur une porte ou en faire forger un et finissent par se décider sur le deuxième choix. Ils dépensent 4 deniers et un morceau de chitine d'araignée géante pour qu'on leur confectionne un heurtoir extravagant et unique. Alors, le sachiez-vous, j'adore cette anecdote, mais il existe un vrai compte Instagram de Clémo Tréherne, @Clémo Tréherne, qui a été créé à l'époque, et je vous spoil pas ce qu'il y a dessus, même si vous vous en doutez, mais c'est très drôle, allez jeter un coup d'œil. Mais à part ça, franchement, l'idée de génie que c'est ce heurtoir en plaque d'araignée, enfin, faut pas se mentir, là, ils ont quand même bien joué. Ouais. Grâce à ce mouvement grandiose, ils vont rouler littéralement sur le scénario d'infiltration dans la soirée chez les Tréherne. La nuit tombe et ils arrivent au manoir Tréherne. Et sans Maria, c'est terriblement triste. Le manoir Tréherne est une splendide bâtisse appartenant à la famille la plus riche de la ville. Un bâtiment carré de 3 étages de haut, entouré d'un grand jardin avec de grandes statues, cerné d'une grande grille, tout est grand. Le manoir donne sur une falaise qui domine la mer de la Morsure. La nuit tombe et des couples habillés avec extravagance arrivent au manoir. Robes immenses, armures de perles, robes de fleurs, immenses chapeaux. Et vous avez mis tous les voyants verts puisque vous avez les bons déguisements, vous avez les invitations et on vous a vu vraiment errer dans la truc des nobles, donc vous rentrez sans problème. Des buffets luxueux les accueillent. On a encore un exemple du goût de fibre pour l'énumération de plats plus extravagants les uns que les autres. Oui, d'ailleurs, il n'y a pas de coup de cygne farci cette fois. Alors, c'est un grand classique de fibre tigre, il y a toujours un petit coup farci par-ci par-là, mais pas cette fois. Oui, Fibre précise dans le débrief que c'est un véritable menu d'une fête sous Louis XVI, apparemment, qu'il aurait adapté. Et écoutez, Aria, ça donne toujours faim. C'est clair, c'est clair. Niklas rencontre un couple qui lui propose un concours de boissons qu'il accepte. Il se fait battre par Nakat, la dame, et finit complètement saoul. Un vieux gars drague lourdement Ketra, qui le gosse complètement et finit par l'envoyer bouler. Clodomir repère Scalroun dans la foule et fait tout pour ne pas se faire repérer. J'ai eu quelques petites impressions de déjà-vu à propos de cette soirée, dans cet épisode. Et Scalroun, oh là là, vraiment, je me répète, mais elle est tellement menaçante. Je la vois trop flotter dans ses vêtements noirs, errer partout sans bouger, comme si elle glissait au-dessus du sol. C'est vraiment un être de cauchemar. Ouais. Elle, Bonne Fortune et Exa font partie des adversaires vraiment très classe d'Aria. Perso, je les adore. Sans elle, il n'y a pas de danger et pas d'action d'éclat de la part des PJ. C'est marrant qu'on a cette image hyper dark du look de Scalroun, parce qu'en vrai, si tu regardes dans le JDR papier, elle a plus le look d'une prof de maths qu'autre chose, je trouve, avec son petit chignon blond. Ah, mais c'est pas l'habit, c'est son charisme. C'est clair. Les profs de maths font toujours très très peur. Atlan, lui, il surprend une invitée en train de voler des bijoux dans une chambre à l'étage. Il la confronte. C'est une comtesse qui a tout perdu, et elle est désespérée. Il lui demande des infos sur le propriétaire des lieux, mais n'apprend pas grand-chose de neuf. À ce moment-là, Clémo entre dans la pièce entourée de toute une cour. Atlan crée un scandale en dénonçant la voleuse, mais ne gagne pas vraiment les faveurs du noble, car il aurait préféré ne pas avoir de scandale dans sa soirée. Quand celui-ci lui demande qui il est, Atlan se présente comme étant Alfredo de la Puerta, un marchand exilé, lui aussi collectionneur de heurtoirs. Il se vante de posséder une pièce unique, ce qui intéresse évidemment Clémo. Est-ce que vous avez un heurtoir à me montrer ou pas? Voulez-vous vraiment le voir?
Je veux le voir, je suis un fanat dortoir et je doute un petit peu que vous soyez fanat dortoir. Alors, ce que je fais, c'est que j'ouvre ma veste, je sors un mouchoir, je l'ouvre comme ça délicatement et je lui montre cette superbe pièce. Alors, il est très intéressé. Voilà, et je le referme instantanément. Et là, tu sens que la soirée se bascule complètement. Ah bah. Oh merde. Non, ça bascule complètement. Et... Non, ça va être peut-être la soirée de votre vie, mais ça, ce sera à la prochaine épisode. Numéro 5. Et c'est ainsi que se termine ce 4e épisode sur un nouveau cliffhanger. Donc que va-t-il se passer d'incroyable dans cette soirée? On le saura, peut-être pas dans 2 semaines, on en reparlera plus tard, mais au prochain épisode. Donc est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire de plus sur cet épisode? Oui, moi. Bon. Alors, je pense qu'après cet épisode, je peux plus me cacher. Je suis mort de rire parce que genre, c'est pas clair et net pour tout le monde, mais je fais officiellement mon coming out en tant que méga groupie de Rive. Non mais ce génie, sérieux, c'est impossible d'égaler cette personne. D'ailleurs, mon corps s'en souvient. J'en ai parlé 1 milliard de fois, mais je le dis encore. Donc j'ai un tatouage en référence à Atlan, à Deux Rives. J'en parlerai en temps voulu. Mais donc je suis tellement une groupie que je l'ai inscrit sur mon corps pour vous dire. Et puis la cerise sur le gâteau là, avec le Alfredo de la Puerta qui sort de je ne sais pas où et qui va carrément aller jusqu'à influencer le scénar. Enfin, je trouve ça incroyable. Bon, désolé, je pars un peu en sucette, mais c'est très drôle. Fibre lui-même, il dit tout le temps qu'à l'époque de la première campagne, il se faisait arrêter dans la rue et c'était limite si les filles... c'était pas pour lui parce que lui était le MJ, c'était genre « Mais tu connais Atlan, waouh, tu connais Atlan dans la vraie vie, c'est incroyable !» C'était vraiment devenu une rockstar du jeu de rôle. Voilà, donc quand je pense que Dérive, il s'est un peu imposé, il a été un petit peu imposé par la JVTV et que Fibre, il le connaissait pas du tout, il était limite un peu sceptique sur son compte parce que c'est vrai qu'il a l'air plutôt, on va dire, monocorde quand tu le vois comme ça. Et puis après, c'est Atlan, quoi. Ces 10 ans, elle me fume à chaque fois et je trouve cette rencontre incroyable et Dérive forever dans nos cœurs. C'est clair. De toute façon, tu le vois, souvent t'as Atlan qui est en train de dire des conneries et t'as Fibre qui est mort de rire à côté. À mort, c'est hyper touchant. C'est marrant que tu dises qu'il ait l'air monocorde, parce que moi, la première fois que je les ai vus, je me suis dit « Oh, ce mec, je le sens bien ». Et t'avais raison. Ouais, t'avais raison, mais c'est De Rive, à la base, c'est un journaliste à la JVTV qui, ma foi... faisait des chroniques fort sérieuses, un petit peu en mode premier degré tout le temps. Et non, il faut. Alors je te conseille sa chronique sur son premier jeu. Le pauvre, on lui avait collé un Nancy Drew sur DS. Et une purge, c'était un obscur point and click, et vous connaissez mon amour pour les point and click, mais alors là c'était terrible. Et il a fait une chronique en mode premier degré, mais c'est du second degré absolu. Je vous la conseille, hein. Elle est toujours sur la JVTV. J'irai voir ça. Ah oui, non, ça meurt de rire. J'irai voir ça, mais je risque de tomber dans les pommes de fangirlage. Voilà, c'était le coming out du soir. Eh ben merci pour ça. On va donc passer au point alors. Et selon mes notes sérieuses, vous aviez, regardez, l'un d'entre eux, hop, c'était lui. Ah non, il est mort, pardon, excusez-moi. Il est mort. Alors, le point lore aujourd'hui, ce sera, comme je vous l'ai teasé, sur les dieux d'Aria. Donc, les origines du monde d'Aria, on l'a déjà dit, viennent surtout de l'Osmanli et du centre des strates souterraines. Il y a un temps considérable, des dieux chtoniens créèrent des serviteurs divins et des préhumains, les Nocs et les Mon. Lassés de parcourir le désert noir d'Aqaba, les roches creuses d'Alta Bianca ou le Parcoul, les dieux des dieux, comme on les appelait, disparurent finalement au centre de la terre, sauf l'araignée Akla-Natcha, protectrice de l'ultime abysse. Restèrent les préshumains, dont on reparlera une autre fois si vous le voulez bien, et les serviteurs divins qui reprirent, eux, la place des dieux. On en compte 7 principaux, inféodés au jour d'une semaine classique d'Aria. Donc le premier jour, c'est Icta, pour Ictus, le dieu Gobi, dont on a déjà un petit peu parlé.
ici. Jurer sur le dieu Gobi n'engage que les poissonniers entre eux. Sinon, c'est un serment dans le vent. Ces temples sont des petits tolos sur les places populaires des cités où une fente plus ou moins dissimulée permet aux voleurs de glisser leur obol des 10% de leur larcin. Dans Voyage en Osmanie, le livre dont vous êtes le héros, on apprend que pour avoir les faveurs de Gobi, il faut l'interpeller sans ménagement ni politesse. Dans ses bons jours, la divinité Splègle répondra favorablement, mais avec tout autant de rudesse. Le second jour, c'est le jour consacré à Khalil, donc Khalila. Khalil, c'est le dieu de la haine, de la violence et des arènes. Autrefois dieu tutélaire d'Aqaba, il fut détrôné par le dieu de la sagesse, quand le dernier roi des rois prêta le fameux sceptre de justice au sultan de l'époque. Avide de sang, de sacrifices humains, il supporte les guerriers dans les champs de bataille. On peut rencontrer un de ces temples encore dans Voyage en Osmanie, une pagode à plusieurs étages et aux murs laqués. Ces prêtres vêtus d'écarlate peuvent enseigner aux plus véhéments disciples un rituel qui permet d'absorber par sa lame les âmes des vaincus. Son avatar sur Terre est Blake, l'un des 50, un homme loup que nos aventuriers rencontreront. Je n'en dis pas plus. Troisième jour, le jour de Dagana. Pour le dieu Dagan, le dieu des mers du Nord, humanoïde à tête de requin-marteau, il protège les marins mais exige des sacrifices plus ou moins importants. Un petit doigt peut suffire pour leur éviter les tempêtes. Vénéré par les Ulaci, les Usmaniens à la peau translucide et aux cheveux blancs, il leur aurait donné des capacités aquatiques par son baptême. Ennemi de Khalil qui aime le gosser, l'avatar de Dagan est le léviathan Lotan qui hante les mers anciennes et marmoréennes d'Osmanie. Son adversaire est Nénu, la reine des mers du Sud, qui le défie sur l'équateur du monde. Le quatrième jour, le jour d'Enlilia, pour Enlil, ou dieu des brumes. Autrefois dieu du vent, Khalil, son frère, lui vola son nom. Son temple sur la colline solitaire d'Aqaba communique par le fil du vent avec celui d'Osmanie. Mais sans nom, le dieu a perdu presque tous ses pouvoirs et risque de disparaître. Qu'un groupe d'aventuriers retrouvera son nom, qui sait. Cinquième jour, le jour d'Inanna, pour Ina ou Inanna en Osmanie. Donc la déesse de la miséricorde et du pardon, protectrice des orphelins. Ses disciples sont capables de soigner dans une faible mesure les maux des humains. En Aria, elle a pris une place importante depuis que le dieu exilé ne répond plus aux prières des hommes. Ses opposants sont Bast, le dieu chat, qui la jalouse, et l'araignée sous le nom du dieu invisible en Pays Blanc en particulier. Ça, on le reverra quand on ira en Pays Mon. Cette itération d'Ishtar a emprisonné l'araignée, déesse ancienne de la haine, dans les monts du Gonen, où elle garde l'ultime abysse des anciens dieux. Ce qui fait d'Ina une opposante par défaut aux sorcières du Coest, qui honorent l'araignée sous son nom Mon, Utu. Sixième jour, c'est le jour d'Invisibilé pour le dieu invisible, ou dieu de la sagesse en Aqaba, dieu dragon en Amazia, dieu de la magie en Aria. À la fois très sage et très versatile, son avatar est le premier des 50, le tout-puissant Tamerlan. Mais on n'en dira pas plus pour ne pas trop spolier. Septième et dernier jour, le jour d'Exilus, pour l'exilé, depuis que l'ancien roi des dieux Basileus ne répond plus aux prières des mortels. Mortifié de ne pas avoir tué le dieu du chaos, lors de son combat au bord du monde. Représenté comme un homme avec une lance, sa tête sur ses statues est décapitée systématiquement pour représenter son mutisme et son abandon des hommes. Son épouse était Mon, déesse tutélaire du même pays, qui périt par les hommes du Pays Blanc. Son ennemi restera le dieu du chaos, l'ennemi issu de l'esprit des nouveaux hommes. Il existe bien d'autres divinités mineures comme Caldiel Joyper ou Gratin de pâte, meilleur sub, et la terrible Luminis, meilleur sub aussi, que l'on rencontrera dans la campagne du tribunal des dragons et qui interagiront parfois avec nos héros.
Tels les dieux grecs des légendes, les dieux d'Aria aiment s'inviter dans l'aventure pour aider, titiller ou maudire nos aventuriers. On verra que ces derniers le leur rendent bien. D'ailleurs, on dit que la compagnie Créance visitera un endroit où l'on peut marchander et même créer des dieux pour quelques piécettes d'or. Ah, au fait, connaissez-vous Monsieur Bramar, notre sauveur? Oui. Mais d'ailleurs, moi, j'invite tout le monde à lire le livre dont vous êtes le héros là en Osmanli, parce que on est confronté à presque tous les dieux dans cette histoire, d'une manière ou d'une autre, et on apprend beaucoup plus à connaître le lore, le chouette lore d'Aria, et c'est une lecture au niveau de la théologie. Ça se dit, de la théologie du monde d'Aria. Qui est à faire. Enfin voilà, c'est le conseil du jour. En plus, le premier tome vient d'être primé. Donc, tout à fait. Oui. Et c'est mérité, je trouve, vraiment. C'est vrai. Eh bien, merci Maître Likao. On va donc passer au stade d'Anajun. Je fais un apaiser les cœurs. Vas-y. Apaise les cœurs de Gérassi. 92. Alors, je vous le dis d'entrée, en termes de lancer de dés, cet épisode 4 ne fut pas particulièrement intéressant. Il fut même assez moyen en tout point, avec des statistiques tout à fait moyennes, dans le sens où ils n'ont ni été particulièrement bons, ni particulièrement mauvais, et je n'ai relevé rien de vraiment cocasse, mais ne fouillez pas tout de suite, il y a toujours des choses à dire. Comme par exemple le fait qu'il y a eu 27 jets de dés pendant l'épisode, et moi, le 27, c'est un nombre qui m'a longtemps fasciné. Entre autres, pour le fameux mythe du Club des 27. Alors je suppose que ça vous dit tous quelque chose, mais le Club des 27, c'est le surnom qui a été donné à un ensemble d'artistes célèbres issus essentiellement du milieu rock et blues, et qui ont comme point commun, et c'est là que je casse l'ambiance, d'être tous morts à l'âge de 27 ans. Et la liste, elle est folle, quoi. On a du Jimi Hendrix, du Janis Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain, Amy Winehouse. Dans une autre catégorie, on a même Heath Ledger, qui est un incroyable acteur qui est mort au sommet de sa carrière. J'ai pas tendance, en général, à être fascinée par les sujets morbides, mais cette histoire, je la trouve assez incroyable. Voilà. Et fun fact, j'avais 27 ans lorsqu'en 2018, j'ai découvert Game of Thrones pour la première fois. Donc voilà, vive le 27. À noter aussi que le lancer qui a eu le plus d'occurrences ce soir-là, c'est le 42. Donc peut-être que cet épisode est en réalité la réponse à tous les secrets de l'univers, qui sait. Donc nos fidèles compagnons auront trinqué 3 fois, dit 1 fois mon brave, fait 4 tentatives de vol entre cuillère, épices et fiole, dont une seule réussie. Atlan, il aura béni 3 miches. Et en parlant d'Atlan, il en est déjà à son 5e 92 de la saison. C'est quand même vraiment incroyable. Il a aussi fait le pire et le meilleur jet de la soirée avec un 97 et un 10. C'est d'ailleurs globalement le meilleur épisode de Deux Rives, avec sur 11 jets, une moyenne de 51 et 64% de réussite. Donc j'en ai parlé pendant le résumé, mais sa réalité est donc bien moins cauchemardesque que l'impression qu'il laisse. Il est aussi intéressant de noter que l'arc boubou-fraise de Niklas se manifeste aussi statistiquement. En effet, depuis qu'il est arrivé en ville, l'alchimiste n'a plus de plantes à analyser, plus de potions à concocter, plus de ponts à réparer, et c'est hyper parlant au point de vue des lancers, parce qu'il était de loin celui qui jetait le plus de dés dans les deux premiers épisodes, et là on est à 2 lancers seulement pour l'épisode 3, et 3 lancers pour l'épisode 4, tous centrés autour d'un vol de saucisses et un concours de boissons. Donc autant vous dire qu'il n'est plus du tout le MVP d'antan. En même temps, quand on est en slip, on perd un peu de swag. Mais il ne perd pas son optimisme, comme l'avait souligné Céladon. Ils auront perdu un total de 3 PV seulement, tous pour la pomme de Keitra, utilisé une carte de magie, et donc toujours pas de popo, confectionné un heurtoir de qualité, et libéré 3 esclaves. Et pour ça, GG à eux, ça balance un peu leur karma négatif ++. Ils auront looté 9 objets, et presque tous raflés par Atlan, mais c'est mérité, parce qu'il a fait preuve d'énormément de filoutage pendant cet épisode.
Sinon, et on terminera par ça, grazie a Dio, comme on dit chez moi, ils n'auront tué qu'une seule personne pendant cet épisode. Donc portant le compteur à 23. Donc, par contre, une fois n'est pas coutume, non, nous ne saluerons pas avec émotion Saïd Ben Saïd, qui pour une fois a bien mérité sa mort, ce petit bâtard. Alors, voilà, donc on peut une nouvelle fois remercier Keitra et CH, qui repasse donc en pole position de la plus meurtrière du groupe, avec 11 décès à son actif. Voilà, c'est tout pour moi, merci de m'avoir écouté. Merci. Et du coup maintenant, on va passer à la prédiction de Célado. Il s'approche tout doucement, vraiment à pas feutré. Et là, il voit quelque chose d'incroyable. Mais vous ne le saurez que la semaine prochaine. Oh non. Alors, l'épisode se termine alors qu'Atlan dévoile très rapidement son heurtoir à araignée en araignée pour aller chez Clémo et le tenter. Désolée, j'avais vraiment envie de faire cette répétition. Et à ce moment, Fibre annonce que ce sera peut-être la soirée de leur vie. Et alors, du fait, je pense qu'ils vont être saucés. L'heurtoir va faire d'eux des invités d'honneur jusqu'à ce que Scalroon calcule Clodomir, ce qui est vraiment, je pense, inévitable. Ensuite, ils vont croiser Bonne Fortune. Je crois que j'ai envie qu'ils reviennent. L'obsession. Donc Bonne Fortune qui va avoir un service à leur demander et adopter un comportement enjôleur à la manière d'Atlan qui a l'air de très bien savoir obtenir ce qu'il veut. J'aimerais assister à une opposition entre ces deux-là pour savoir qui arrive à convaincre l'autre de faire un truc. Genre, je pense ce serait cajolerie et... Enfin bon. Et en parlant d'Atlan, je pense qu'il ne quittera pas Aria sans retomber sur Maria. Et c'est cool, ça rime. Qui exprimera son incompréhension la plus totale et qui sera blessée mais en même temps beaucoup trop amoureuse pour être rancunière. Voilà. Pas mal. Eh ben merci Céladon. Et maintenant, on va passer à la question d'auditeur. Et cette fois, on a une petite virgule. Il y a une lettre que je te confie qui est là. Holy shit. Sainte merde. Voilà. Alors, je te la lis. Aujourd'hui, on a une question de Gibon du Discord de Fibre Tigre, qui est aussi le MJ de l'actuel play Aria MF51, qui est un très chouette MJ. En fait, on a un petit échange sur le cas Jotun, comme je vous avais demandé dans le dernier épisode de me dire quel avait été le destin de Jotun dans vos campagnes. Et il m'a dit qu'en gros, ça dépendait un peu vraiment des joueurs. Il y en a qui estiment... qu'il faut absolument pas s'associer à Jotun, que c'est très dangereux, et il y en a d'autres qui, au contraire, c'est une vie sans Jotun n'est pas une vie. Donc voilà, on en est arrivé à la conclusion de nous poser une question ce soir. Et vous, si vous deviez rejouer la campagne en tant que joueur, avec tout votre savoir, donc a posteriori, quel sort réserveriez-vous à Jotun ? Bah écoute, moi je l'utilise beaucoup lors de mes parties de ma mini-campagne. Mes joueurs et mes joueuses connaissent souvent l'actual play, du coup j'essaye de le jouer comme tel, à mon humble niveau. Et je trouve qu'il est idéal comme donneur de quêtes et donneur d'indices. Après, connaissant l'émission, personnellement, je ferais tout pour qu'il devienne le roi des voleurs à la place de Rupert le requin. Et en même temps, je me demande s'il en a réellement envie. Après, vu qu'il est inspiré un petit peu de Man Martigan, qui est devenu roi dans Willow, je me dis que tout est possible. Alors moi, je vais répondre aussi, du coup. Je suis clairement la genre de meuf à être hyper cliente du fanservice. Donc, évidemment, pour moi, je suis dans la team impossible d'envisager une campagne sans Jotun. Et donc, je ferai tout, je crois, pour qu'il survive. Mais en vrai, c'est quand même un opportuniste, comme on disait, un petit malin. Et je me méfierais un peu de lui. Et comme dirait Das, ça reste un mec de droite. Donc, faut faire gaffe. Alors moi, le truc, c'est que s'il est vraiment comme le joue Fibre, c'est compliqué. Parce qu'en sachant de quoi il est capable, j'aurais aussi envie de m'attacher ses services. Mais ça a l'air difficile de le contraindre. On voit dans l'émission que même la menace de la malédiction dans sa main ne le pousse pas à obéir aux aventuriers. Donc je le tuerai pas, c'est sûr, parce que ça reste Jotun. Mais je voudrais pas non plus qu'il traîne trop souvent dans mes pattes. Et je ferai gaffe à mes poches, surtout.
Bien vu. Non, mais c'est vrai que c'est important de le souligner. Et toi, Céladon, tu ferais quoi de Jotun? Mais alors moi, je sais pas, je le connais pas si bien, je crois. Non. Genre, avec tout votre savoir, pour moi, c'est un grand inconnu, ce Jotun. Mais j'aime juste beaucoup son charisme, donc ce serait triste de le mettre de côté parce qu'il est quand même vraiment central, je crois. Puis ça fait un peu partie du jeu aussi de pas savoir ce que veulent. C'était pareil avec Bonne Fortune. C'est impossible de vraiment savoir ce qu'ils veulent, mais c'est tellement en même temps le jeu ils sont tellement forts, je pense, que c'est un peu le revers de la médaille, quoi, genre d'avoir un personnage fort avec qui s'associer un petit peu, plus ou moins, mais en même temps de se faire avoir, c'est normal. Et merci beaucoup à Gibbon pour cette question. C'était très chouette d'échanger avec lui. Et bravo pour son actual play qui est très cool, effectivement. Ouais, les joueurs sont très drôles. Et c'est donc la fin de ce 4e épisode de Oh là mon brave. Merci encore à vous de nous avoir suivis. Est-ce que vous avez un petit mot pour la fin ? Oui, effectivement, merci à tous. C'est toujours cool d'avoir vos retours, ça fait vraiment super plaisir. Et puis avec le point lore sur les dieux, c'est l'occasion de saluer cette fois-ci l'équipe de Gore X Bullshit de Jazo Coty avec Bloopeux, Gigus, le Darkwing Duck qui font une campagne sur un spectre très parodique d'Aria à retrouver sur YouTube, Twitch et sur les réseaux. Et pour cela, il suffit de chercher le compte du dieu kebab sur Twitter. Le fameux dieu kebab dont j'entends tellement parler. Moi, j'aimerais faire un rapide big up à Red Ink, aussi du Discord de Fibre Tigre, qui rigole à mes blagues. Aussi bien en privé, elle m'envoie des petits messages qu'en public. Et merci, mon ego est très flatté. Je te fais des bisous. Ah oui, merci. Je crois que Redding a envoyé un petit commentaire pour moi et je l'ai bien reçu. Et voilà, gros bisous. Quant à moi, j'en ai parlé pendant le résumé, donc je vous conseille d'aller écouter le merveilleux podcast Dr. Watt. Si vous aimez Hola mon brave et Dr. Who, ce podcast est fait pour vous. Ils font la même chose que nous, mais avec les épisodes du Docteur. Et en plus, il fait un peu partie de la famille parce qu'il est présenté donc par Namp, donc Namp Now, le prêtre du dieu exilé. Grand Poil, Zou, Pomme et Audrey. Donc non seulement il me semble qu'ils se sont rencontrés sur le Discord de Qualité ou de Fibre, je suis plus sûr, mais Audrey est aussi connue sous le pseudo de Herculea, qui intervient dans la matinale de l'âme sur les numériques. Donc que des gens bien. Ouais. Et allez écouter, c'est génial. Très cool. En tout cas, nous on se retrouve sûrement pas dans 2 semaines. Les vacances de Pâques arrivent, tout ça, la famille, les enfants, les vacances. Ça sera peut-être pas pour tout de suite, mais bientôt. Donc on se retrouve bientôt pour découvrir la suite des aventures de la compagnie Créance. D'ici là, prenez soin de vous, faites du JDR, parce que le JDR c'est la vie. Et ciao. Bye. Ciao, merci beaucoup. Des bisous, ciao ciao.